nos forces et quelles sont nos faiblesses. Aujourd'hui, si on dit que le Sénégal est un pays pauvre, pourquoi nous sommes un pays pauvre? Donc il y a quelque chose qui l'explique. Certes, on a des handicaps qu'on appelle des handicaps critiques. C'est-à-dire, on a un problème de l'énergie. Aujourd'hui, le Sénégal n'est pas un pays qui produit l'énergie. Même si récemment on a entendu qu'on a découvert même des gisements de pétrole. Notre handicap, l'énergie en fait partie. On est dépendant donc de l'énergie extérieure. Nous importons des barils de pétrole pour faire fonctionner nos machines et pour produire de l'énergie pour faire fonctionner les machines. Il y a également l'accès au financement qui est un peu limité. On n'a pas assez de ressources financières. Il y a également le marché du travail qui pose problème. Donc les jeunes peinent à trouver de l'emploi. Il y a également le problème des infrastructures de transport. Le pays est un peu enclavé. Donc les infrastructures ni routières, ferroviaires n'en suivent pas. Donc tout ça font partie de ce qu'on appelle les handicaps critiques. Premier handicap, c'est l'accès au financement. Deuxième handicap, c'est l'énergie. Troisième, c'est les infrastructures de transport. Et quatrième, c'est le marché du travail. Donc c'est ça les 4 handicaps critiques qu'on peut nommer. Mais à côté de ces handicaps, on a véritablement des atouts que tout le monde connaît. Donc on a une stabilité politique. Le Sénégal n'a jamais connu donc, de coup d'État depuis notre indépendance. Donc ça fait partie de nos atouts. Il y a également notre position stratégique. Donc le Sénégal se positionne bien donc, aux côtes de l'ouest de l'Afrique. Donc ça, c'est une position stratégique. Il y a également le cadre de vie. On a des côtes donc, qui peuvent attirer les touristes. Donc ça fait partie de nos atouts. Il y a également, nous avons des potentiels agricoles. Donc c'est un pays où il y a de l'eau, où il y a quasiment du soleil, où si nous tendons vers l'agriculture, on peut faire de grandes surfaces. C'est pourquoi même on se pose la question de savoir pourquoi jusqu'à présent notre balance commerciale est déficitaire dans la mesure où on a des terres, on a de l'eau, la jeunesse est là. Donc tout ça, c'est parce qu'on les a mal utilisés. Il y a également notre potentiel minier. Si vous partez à Sabodola, donc on a de l'or. Si vous partez dans la région de Thiès, on a de phosphate. Si vous partez vers Taïba, on a ce qu'on appelle le zircon extra. Donc c'est un pays qui a un potentiel minier. Et récemment, on a trouvé du pétrole, du gaz. Donc tout ça, on peut dire que fait partie des atouts du Sénégal. Donc quelle est la vision du PSE? Donc la vision se résume ainsi: un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire dans un état de droit. On peut même revenir un peu sur la vision et essayer de l'expliquer. Un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire. Qu'est-ce que c'est une société solidaire? Une société où il n'y a pas d'écart, ou bien il y a un écart minimum entre les personnes. Par exemple, on est une population de 12 à 13 millions d'habitants, où peut-être 10% de la population détient 80% ou 90% des ressources. Même si ce pays-là est considéré comme un pays émergent, donc il y a un déséquilibre. On peut donner le cas de l'Afrique du Sud. Tout le monde sait que l'Afrique du Sud est un pays émergent, n'est-ce pas? Vous le savez. Mais c'est un pays où il y a un déséquilibre entre les Noirs et les Blancs. Les Blancs, c'est une minorité de 15%, mais qui détient essentiellement l'économie de ce pays. Est-ce que nous, en tant que Sénégalais, on veut ce modèle? Non, on dit non, on ne veut pas ce modèle. Où tu vois des gens qui sont extrêmement riches et à côté des gens qui sont extrêmement pauvres.
Donc ça, c'est pas un bon modèle. L'autre modèle, c'est avec une société solidaire et dans un état de droit. Qu'est-ce que c'est qu'un état de droit? On prend l'exemple de la Chine, qui est devenue la première puissance mondiale, mais où il y a, par exemple, la dictature. Il y a un parti unique où les citoyens ne sont pas libres. Même si c'est un pays développé, mais les libertés ne sont pas respectées. Donc, ne serait-ce que cela, pour expliquer un peu la vision donc, du PSE. Un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire dans un état de droit. C'est ça le souhait ou bien le rêve du président Macky Sall. Donc ça. Donc avec des axes, il y a ce qu'on appelle le trépied du plan Sénégal émergent. Un trépied. Vous connaissez ce que c'est un trépied? Un trépied. Par exemple, bu ñuy togg am na benn wos yi nga xamante ne c'est des villageois comme moi xam nañ ko mooy booy togg am na looy teg cin bi day am 3 tànk wala boo amee ànd sa nekk am na loo ciy teg ou bien les caméramans dañuy teg ce qu'on appelle un trépied. Ah ouais. Ouais, c'est ça un trépied. Donc le plan Sénégal émergent a 3 axes, ce qu'on appelle le trépied du plan Sénégal émergent. Il a 3 axes. Mais avant de parler aux axes, il faut revenir un peu sur le fondement même de l'émergence. Parce que j'ai un peu revenu sur les atouts et les faiblesses du Sénégal. Mais revenons un peu sur le fondement de l'émergence. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un pays soit émergent? Je l'ai dit, il faut de l'énergie. Ça fait partie des fondamentaux de l'émergence. Pour un pays soit émergent, il te faut de l'énergie en abondance et en bon prix. Il faut de l'énergie, il faut un environnement des affaires, il faut des infrastructures, il faut ce qu'on appelle le capital humain. Quand on parle de capital humain, on fait l'allusion à vous et nous, c'est-à-dire des personnes qui sont bien formées, qui sont sorties de grandes écoles, qui ont de l'intelligence, qui ont cette capacité de création, d'innovation, etc. Et qui sont également en bonne santé, ce qu'on appelle le capital humain. Et il faut également développer les télécommunications, les TIC, etc. Et l'accès au financement doit être facile. Donc, ce qu'on appelle le fondement pour l'émergence, c'est l'énergie, c'est l'environnement des affaires, c'est les infrastructures, c'est le capital humain, c'est les télécoms, c'est l'accès au financement. Revenons un peu sur les axes. Le premier axe du plan Sénégal émergent s'intitule ainsi. C'est la transformation structurelle de l'économie et de la croissance. La transformation structurelle de l'économie et de la croissance. C'est l'axe 1 du plan Sénégal émergent. L'axe 2, comme je viens de le dire, c'est le capital humain, c'est-à-dire des personnes bien formées qui sont en bonne santé. Il y a également, toujours dans l'axe 2, la protection sociale. C'est comment faire pour amoindrir les inégalités sociales. Ce qui explique d'ailleurs la couverture maladie universelle. On va y revenir, la couverture maladie universelle, donc les bourses familiales. Mais également le développement durable. Donc ce sont les 3 composantes de l'axe 2. L'axe 2 du plan Sénégal émergent, c'est le capital humain, c'est la protection sociale et le développement durable. Et l'axe 3, c'est la gouvernance, les institutions, paix et sécurité. Parce que également, on ne peut pas gouverner un pays, donc s'il n'y a pas une bonne tenue de la gouvernance, c'est-à-dire si nos autorités font ce qu'ils veulent. S'il n'y a pas OFNAC, s'il n'y a pas la CRI, etc., donc on peut... Il y a également la paix et la sécurité. Aujourd'hui, avec l'avènement des terroristes, vous pouvez même constater qu'il y a même des pays qui étaient très en avance, qui étaient devenus même des pays développés, si on peut dire ainsi. Mais maintenant, avec les terroristes, c'est des pays pratiquement
qui ont tout perdu. Donc il faut véritablement prévenir la paix et la sécurité. Donc voilà les trois axes. Premièrement, c'est la transformation structurelle de l'économie et la croissance. Deuxième axe, c'est le capital humain, la protection sociale et le développement durable. Et troisième axe, c'est la gouvernance, institution, paix et sécurité. Donc, on va juste revenir sur le contenu d'une manière très détaillée sur les différents axes. La transformation structurelle de l'économie et la croissance. Donc là, on sous-entend le développement de l'agriculture pour que le pays soit atteint l'autosuffisance alimentaire. Ça, c'est une nécessité. Et même le gouvernement a fixé une date, c'est-à-dire en 2017. D'ici 2017, surtout en matière de riz, le Sénégal doit atteindre son autosuffisance alimentaire pour ne plus dépendre des importations. Parce que ça a un coût sur notre balance commerciale et que ce n'est pas bon pour notre économie. Mais également, il faut développer ce qu'on appelle l'habitat social. C'est pour permettre à ceux qui habitent dans la banlieue pour avoir un toit. Parce que chaque famille a le droit à un toit. Donc ça fait partie des politiques du gouvernement. Et revenir un peu sur les ressources minières. Aujourd'hui, le Sénégal produit donc du phosphate et de l'or là-bas à Kédougou. Mais il faut que cette production soit augmentée pour pouvoir financer donc l'économie. Il y a également d'autres projets comme le projet sur le chemin de fer Dakar-Bamako. Il y a également la modernisation du port autonome de Dakar. Il y a un certain nombre de contenus sur le premier axe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'axe 1 est directement lié à l'axe 2. Parce que l'axe 1, c'est l'axe 1 qui permet de financer l'axe 2. L'axe 1, c'est pour booster l'économie, c'est pour créer des ressources additionnelles. Et ces ressources-là vont permettre donc, de renforcer le capital humain, donc de renforcer l'offre infrastructurelle et de services sociaux de base. Comme je viens de le dire, c'est de pouvoir créer donc, des universités, de créer des hôpitaux, etc. Et assurer la protection sociale et l'autonomisation des groupes vulnérables. Ce qui explique d'ailleurs la couverture maladie universelle, ce qui explique d'ailleurs donc les bourses familiales. Même si la population les juge très insignifiants, mais c'est ce qu'on appelle la redistribution des ressources en économie. C'est-à-dire, vous permettez à ceux qui n'ont pas de revenus donc de consommer. Il y a des familles qui n'ont pas assez de ressources, qui n'ont pas de revenus. Donc si l'État prend dans son budget et aider ces populations-là, ça va leur permettre donc de consommer et de subvenir à leurs besoins. Et accélérer l'atteinte des OMD et créer les conditions de développement durable. Donc voilà les différents contenus de l'axe 2. Et l'axe 2, comme je viens de le dire, donc c'est la gouvernance, c'est les institutions, paix et sécurité. Donc par rapport à la paix et la sécurité, c'est intégrité territoriale, cohésion sociale, promotion des comportements civiques, et la bonne gouvernance, c'est la gestion vertueuse des ressources publiques. Donc on ne permet plus à nos autorités, au DG, de prendre les ressources de l'État et en faire ce qu'ils veulent. Si vous-même suivez l'actualité, il y a Nafingom Keïta, qui est la directrice de l'OFNAC, qui a même publié son premier rapport hier pour épingler un certain nombre de DG qui prennent les deniers publics et en fait ce qu'ils veulent. Parce que je peux être nommé directeur quelque part, cela ne veut pas dire que les ressources dont on a mis en ma disposition m'appartiennent. Ce sont les deniers publics. Donc ce sont les impôts de nos parents. Donc si on vous donne à gérer, il faut veiller à que ces ressources soient bien utilisées. Et il y a également la promotion de l'éthique, de la transparence, de la reddition des comptes, de l'efficacité de la dépense publique. Donc tout ça,
font partie de la promotion de la bonne gouvernance. Il y a également la modernisation de l'administration publique. Donc, améliorer la qualité du service public. Donc, voilà les 3 axes donc, que compose le plan Sénégal émergent. Donc, ces 3 axes donc, ont des objectifs. En tant que jeune, je voudrais juste revenir sur les objectifs relatifs à la jeunesse. Quand on parle de la jeunesse, on fait allusion à l'emploi. Donc ces 3 axes permettront de promouvoir les investissements publics à haute intensité de main-d'œuvre. Qu'est-ce que cela veut dire? Que l'État engage des infrastructures où il y aura un main-d'œuvre très élevé. Par exemple, si l'État finance des autoroutes, donc ces autoroutes-là vont au moins prendre 10 000 ou 20 000 de personnes qui vont y travailler, comme le pôle urbain de Diamniadio. Donc il y a des sentiers qui sont là-bas. Ça va permettre à beaucoup de jeunes d'avoir un emploi et de développer des projets productifs à potentiel d'emploi et de services, promouvoir l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes ont la possibilité de ne pas tout attendre de l'État. Donc si vous avez un projet, il y a des structures qui sont là, qui sont prêts à financer les jeunes, et que ces jeunes-là puissent faire ce qu'on appelle l'auto-emploi, c'est-à-dire créer leur propre entreprise et pouvoir créer leur propre emploi et donner même d'autres emplois, et ne pas tout attendre de l'État ou bien du secteur privé. Mais il y a également promouvoir des mesures incitatives pour favoriser l'investissement et la création d'emplois dans le secteur privé. C'est-à-dire que l'État va prendre des mesures pour permettre aux entreprises privées de pouvoir prendre davantage des jeunes et de les donner de l'emploi. Il y a également la facilitation de l'accès au crédit pour les porteurs de projets viables comme le fonds GIP, le fonds 6 et la BNP. Donc ce qu'il faut retenir également, c'est que le plan Sénégal émergent a 27 projets phares. Il y a 27 projets, il y a également 17 réformes. Donc parmi les 27 projets phares, peut-être je ne peux pas citer tous les 27, ça va nous prendre un peu de temps, mais on peut revenir sur quelques-uns. C'est-à-dire, l'État a pour objectif de créer 100 à 150 fermes agricoles, ciblant les filières, produits horticoles, par exemple. Donc, il y a également la création de 3 corridors céréaliers. Il y a ce qu'on appelle l'agropole intégré, ça fait partie des projets. Il y a la création de 100 à 200 micro-projets de soutien à l'agriculture familiale. Il y a également la restructuration de la filière arachide. Il y a également le développement accéléré de l'aquaculture. Il y a également l'augmentation de l'offre en logements sociaux, ça fait partie des projets. La création de 20 centres de développement artisanal, ça fait partie des projets. Faire de l'artisanat d'art le modèle de modernisation productive du secteur informel. Il y a également le développement du micro-tourisme, également le développement des infrastructures commerciales. Donc tout ça font partie des projets, donc des 27 projets phares du plan Sénégal émergent. Mais il y a des attentes du PSE d'ici 2018. Donc c'est vrai que la vision c'est horizon 2035, mais dans l'immédiat, il y a des attentes pour voir si le projet ou bien le plan marche ou pas. Donc l'État fixe des objectifs dans l'immédiat, dans le moyen terme, comme on le dit. C'est-à-dire l'État veut fixer un objectif de croissance de 7 à 8% du taux de croissance. Un taux de croissance du PIB entre 7 et 8%. Déjà en 2015, on a atteint 6,4%. Peut-être d'ici 2018, on va atteindre l'objectif, c'est-à-dire 7 à 8%. Et multiplier au moins par 1,5 le PIB par habitant. Et créer plus de 600 000 emplois d'ici 2018. Donc, et réduire le déficit extérieur. Et ramener le déficit public des ressources
de 3% du PIB, du PIB. Tout ça font partie des attentes du PSE en 2018. Donc pour réussir cela, l'État, il y a des actions à mener. Donc les actions à mener, on peut en citer amélioration du suivi et la gestion du marché du travail par l'organisation de la mise à niveau de l'économie informelle. Donc, et la mise en place d'un système d'information sur l'emploi et la régulation du marché du travail, la rationalisation des structures de financement et l'encadrement des jeunes, mais également l'accompagnement des porteurs de projets. Tout ça font partie des actions que l'État compte mener pour réussir le PSE. Donc, d'une manière très ramassée, voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est pas tout simple, c'est pas donc tout le document que j'ai un peu exploité le document et essayé de partager avec vous l'essentiel. Et je peux même, après si vous le désirez, si vous me donnez votre mail, je peux vous transférer tous les documents donc, relatifs au PSE. Donc je vous remercie si vous avez des questions à poser. Donc, monsieur le modérateur, vous avez la parole. Veuillez applaudir s'il vous plaît. Vraiment, nous vous remercions, monsieur